Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode qui sera aujourd'hui dédié à la Révolution française de juillet 1830, une révolution de 3 jours, intense et tumultueuse qui a bouleversé durablement le paysage politique français. Pour bien comprendre les nuances de cette révolution dite oubliée et parfois même volée, elle est qualifiée comme telle par certains historiens, nous devons d'abord comprendre les acteurs clés et le contexte historique qui entoure cet événement. Alors, nous allons commencer par le début. Né en 1757 au château de Versailles et petit-fils de Louis XV, Charles X était le plus jeune frère de Louis XVI et de Louis XVIII. Il est monté sur le trône de France le 16 septembre 1824 après la mort de son dernier frère. Charles X était un ultra-royaliste convaincu, ce qui signifie qu'il soutenait une monarchie absolue basée sur le droit du vin, chose qu'il a toujours connue d'ailleurs. C'est contre ce système que le peuple français s'était d'ailleurs soulevé en 1789, provoquant la chute de l'Ancien Régime et au passage la chute de Louis XVI. À ce titre, le roi Charles cherche à renforcer le rôle de l'aristocratie et de l'Église au cours de son règne, tout en limitant d'ailleurs les droits civils et même la liberté de la presse, pourtant consacrée. Mais son règne n'aura pas été sans opposition, en particulier de la part de la bourgeoisie émergente et des libéraux qui aspiraient à beaucoup plus de démocratie que ça. Chef du gouvernement sous Louis XVIII, le modéré Élie Decazes résumera la pensée libérale par cette phrase « Nationaliser la monarchie et royaliser la France ». Le roi Charles X a eu 2 fils au cours de sa vie. Louis-Antoine, né en 1775, et 3 ans plus tard, Charles-Ferdinand. Louis-Antoine, le duc d'Angoulême, était l'héritier direct du trône de son père, et donc le dauphin. Son frère cadet, Charles-Ferdinand, titré duc de Berry un peu plus tard, est quant à lui mort assassiné en février 1820 à l'Opéra à Paris. Laissant derrière lui un fils posthume d'ailleurs, Henri, titré plus tard duc de Bordeaux, et que les légitimistes considéreront comme le véritable héritier légitime du trône de France. Dès le début de son règne, Charles X est confronté à une chambre des députés majoritairement libérale. Malgré cela, il forme des ministères composés d'ultra-royalistes, ce qui ne manque pas de créer des tensions au sein de la société française, qui était alors volontairement libérale, parce qu'elle avait acquis beaucoup de droits qu'elle refusait de se voir repris par la monarchie. Le premier ministre de Charles X, son premier ministère, dirigé par le prince de Polignac, qui n'était autre d'ailleurs que le fils de l'ancienne favorite de Marie-Antoinette, qui était aussi mal vu, comprend plusieurs ultra-royalistes notoires. C'est d'ailleurs ce ministère qui va être à l'origine des ordonnances de Saint-Cloud en juillet 1830, qui seront le véritable déclencheur du soulèvement populaire. En mars 1830, la tension franchit un cap en France lorsque 221 députés, majoritairement à tendance libérale, signent une adresse signifiant leur refus total de coopérer avec le ministère de Polignac. C'est une motion de défiance sans précédent envers le roi. En réponse, le roi Charles X annonce la dissolution de la Chambre le 16 mai et convoque de nouvelles élections pour juillet. Cette décision provoque une véritable ébullition aussitôt connue dans Paris. Les rumeurs les plus folles commencent à circuler et on accuse même le roi de préparer un coup d'État pour pouvoir rétablir l'absolutisme et pour pouvoir mépriser et bafouer tous les droits qui avaient été acquis jusque-là, notamment sous le règne de son frère, Louis XVIII, qui avait régné avant lui. Les élections anticipées qui ont lieu en juillet se retournent cependant contre Charles X. La majorité des députés élus étant les libéraux largement opposés à sa politique. Déterminé à aller au bout de ses intentions, le roi dira à ses ministres, en réunion en conseil au palais des Tuileries, « J'aime mieux monter à cheval qu'en charrette, messieurs », faisant évidemment référence au destin tragique de son frère Louis XVI. Face à cette situation, Charles X décide de prendre des mesures drastiques. Le 25 juillet 1830, il signe les ordonnances de Saint-Cloud. Ces 4 ordonnances prévoient la dissolution de la Chambre des députés, une modification de la loi électorale pour limiter le droit de vote aux riches propriétaires, et à la haute bourgeoisie d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très mal passé, ça a fait beaucoup de dégâts aussitôt que ça a été connu. Ça prévoit aussi la convocation de nouvelles élections en septembre, la nomination de conseillers d'État, ainsi qu'une restriction drastique de la liberté de la presse qui était pourtant garantie par la charte octroyée en 1814. La population, quand elle va prendre conscience de ce qui est en train de se passer, le soulèvement populaire sera vraiment une réaction quasi instantanée. En agissant ainsi, le roi tente un véritable coup de force et espère renforcer son pouvoir absolu. Mais la réaction du peuple français sera tout de même bien différente de ce à quoi il s'attendait. Charles espérait sans doute que les Français, comme lui, rêvaient du retour à l'absolutisme, mais 41 ans étaient passés depuis la Révolution de 1789.
Nous voici maintenant aux portes d'une nouvelle révolution. L'indignation provoquée par les ordonnances de Saint-Cloud va déclencher une série d'événements qui changeront à jamais le destin politique de la France et condamnera définitivement les Bourbons qui étaient sur le trône de France, enfin qui étaient restaurés, parce que nous sommes dans la période dite de la Restauration, depuis 1814, depuis la chute de Napoléon qui était parti en exil et le retour de Louis XVIII. Le 26 juillet, les ordonnances sont publiées dans Le Moniteur, qui est le journal officiel du gouvernement. Le peuple de Paris, déjà mécontent des décisions prises par le roi, est totalement outré. La presse, bien qu'elle soit censurée, joue un rôle crucial dans la diffusion des ordonnances et de leurs implications. L'opposition s'attendait à un coup de force, mais on n'imaginait pas que le roi agirait quand même avant la réunion des chambres qui est prévue pour le 3 août. C'est quand même pas très loin, on s'est dit qu'elle allait patienter. L'effet de surprise est donc absolument total, personne ne s'y attendait. Et en plus, la plupart des opposants ne sont même pas encore rentrés à Paris, parce qu'ils étaient en vacances à ce moment-là. Quelques attroupements se forment place Vendôme ou encore près du Palais Royal, mais ils restent assez sporadiques en fin de journée, et ça rassure les autorités qui pensent que ce n'est qu'une forme de petite émeute, de petits mouvements de réaction, mais que ça n'ira pas plus loin. S'ils savaient. Au matin du 27 juillet, la révolte commence à Paris. Les travailleurs, les étudiants et même certains membres de la bourgeoisie se regroupent dans les rues de Paris. Des barricades commencent à être érigées et des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. Les émeutiers sont déterminés à résister à ce qu'ils perçoivent comme un coup d'État pour un retour de l'absolutisme, ou plutôt un coup de force institutionnel. C'est plutôt comme ça qu'on pourrait le qualifier, puisque Charles X étant déjà au pouvoir, il ne tente pas un coup pour essayer de le prendre, mais plutôt un coup pour changer la constitution des choses et de bouleverser l'ordre de l'État et l'ordre même de la société en excluant la bourgeoisie du droit de vote. Le maréchal Marmont, ancien soldat de Napoléon, est nommé commandant de la division de Paris et 11 500 hommes sont placés sous ses ordres pour reprendre le contrôle de la capitale. Des pierres sont jetées sur les gendarmes et des cris favorables à la charte et appelant à la démission des ministres retentissent pour la première fois, ce qui est quand même un mauvais signal pour le gouvernement qui était jusque-là assez peu mêlé aux émeutes, c'était surtout le roi qui suscitait l'indignation. Dans la soirée, les armuriers et plusieurs boutiques sont pillées dans Paris et pour la première fois, des échanges de coups de feu entre les forces de l'ordre et la population ont lieu, un point de non-retour. Le bilan de la journée semble favorable au gouvernement et nul n'envisage à ce moment, et ce même chez les opposants à Charles X, des plus modérés aux plus radicaux, que le peuple de Paris réussira à inverser le rapport de force. Le lendemain matin, pourtant, 28 juillet, les combats s'intensifient. Les forces de l'ordre, débordées, sont incapables de reprendre le contrôle de la situation qui leur échappe d'ailleurs très rapidement. Les quartiers populaires de l'Est et du centre parisien se hérissent de barricades et parmi les meneurs de l'insurrection, on trouve une poignée de républicains, comme des bonapartistes d'ailleurs, notamment d'anciens soldats de l'Empire qui étaient toujours nostalgiques évidemment de Napoléon Ier et qui étaient plutôt favorables à un rétablissement de l'Empire en cas de chute de Charles X et qui donc se sont joints au combat dans cette révolution. À midi, le 28 juillet, les insurgés parviennent à prendre le contrôle de Notre-Dame et de l'Hôtel de Ville de Paris, au sommet duquel d'ailleurs est hissé un drapeau tricolore. Plus qu'un symbole, c'est un signal pour les Parisiens. La vue de ce drapeau électrise totalement la foule. L'insurrection est maîtresse de Paris. Marmont, à la mi-journée, est au Palais des Tuileries, il envoie un message au roi, qui se trouve d'ailleurs à ce moment-là au château de Saint-Cloud, comme à chaque fois la belle saison, et ce message contient la célèbre phrase « Ce n'est plus une émeute, c'est une révolution. Il est urgent que votre majesté prenne des moyens de pacification. » Charles X refuse toute concession. Il déclare l'état de siège dans la capitale. Aux Tuileries, Marmont et le gouvernement adressent des courriers à toutes les villes qui se trouvent alentour en les pressant d'envoyer des renforts à Paris, leur régiment le plus rapidement possible, parce que la situation est juste incontrôlable. Les combats s'étendent à plusieurs quartiers de Paris dans l'après-midi et des soldats commencent à passer de l'autre côté de la barricade, ce qui s'était quand même pas vu depuis un certain temps. Les soldats étaient jusque-là restés loyaux au roi et au gouvernement, mais certains commencent déjà à faire défection, ce qui est un très mauvais signal pour le gouvernement. Une dernière fois, le maréchal Marmont tente de convaincre le roi d'accepter des concessions, mais Charles X lui demande de tenir ferme et de se concentrer sur la défense du Louvre, des Champs-Élysées et des Tuileries. Parmi les émeutiers se mêlent des bourgeois, des ouvriers, des étudiants et même des polytechniciens. En fait, cette monarchie et ces décisions de Charles X ont achevé de rassembler toute la société, mais contre lui et non pas dans son sens comme il l'aurait souhaité. Le 29 juillet, au troisième et dernier jour des Trois Glorieuses, c'est le triomphe de l'insurrection. Dès le matin, des polytechniciens en uniforme, ce qui n'est pas anodin, attaquent les Tuileries, prennent le contrôle du Panthéon ainsi que de plusieurs casernes de gendarmerie. Environ 7000 barricades sont dressées dans tout Paris au matin. Le maréchal Marmont, qui commande les troupes chargées de la défense de Paris, a déjà renoncé à toute offensive en voyant la situation ne cesser de se dégrader. En fait, il est en train de baisser les bras.
Peu après l'aurore, il organise la protection du palais du Louvre et des ministres qui s'y trouvent encore. À l'intérieur, il poste 2 bataillons de garde suisse et à l'extérieur, des régiments assurent la sécurité sur les quais de Seine. Il protège les communications notamment vers le château de Saint-Cloud où se trouve le roi et ses plus proches conseillers, ainsi que la place Vendôme et la Madeleine qui sont également en proie à des émeutes et à des violences. 2 membres de la Chambre des Pairs se rendent auprès de Polignac, le président du Conseil ou Premier ministre, pour lui demander de démissionner, ce qu'il refuse. Ces derniers vont alors à la rencontre du roi à Saint-Cloud qui apprend au même moment que 2 régiments entiers du maréchal Marmont ont fait défection à Paris se rangeant du côté des émeutiers. Charles X décide alors de confier le commandement des troupes à son fils, le dauphin, et rétrograde Marmont en lequel il n'a plus du tout confiance parce que Marmont a fait beaucoup de promesses à Charles X lui disant qu'il pouvait reprendre le contrôle, etc. Et le roi, sentant que son trône est en train de valser, préfère ne pas prendre de risques. Dans l'après-midi, les émeutiers parviennent finalement à envahir le Louvre qui était le dernier endroit de Paris sous contrôle des autorités, poussant les dernières poches de résistance armée à reculer jusqu'à la place de l'Étoile. Les combats provoquent environ 500 morts du côté des émeutiers et 287 du côté de l'armée. À Saint-Cloud, on annonce au roi, qui est alors en plein conseil des ministres, que la troupe a dû abandonner le Louvre et les Tuileries. Je rappelle que les Tuileries, c'est le palais où résidait Charles X, mais aussi son prédécesseur Louis XVIII quand ils étaient à Paris. Charles X est totalement ébranlé par la nouvelle et commence à se rendre compte que le vent ne tourne plus du tout dans sa faveur. Le prince de Talleyrand, qui assiste aux événements depuis une fenêtre de son hôtel particulier, rue de Rivoli, dicte à son secrétaire « Prenez note, monsieur, aujourd'hui qu'à midi et 5 minutes, la branche aînée des Bourbons a cessé de régner sur la France. » Une note qui évidemment restera historique. Après plusieurs heures de négociations dans la journée, le roi se résigne à renvoyer finalement Polignac, le nouveau président du Conseil, le duc de Mortemart, un grand nom de la noblesse d'Ancien Régime, obtient de lui l'annulation des ordonnances de juillet et la convocation des chambres rapprochée au 3 août, alors que c'était prévu en septembre. Mais il est trop tard. La révolution a atteint un point de non-retour maintenant que les Tuileries et le Louvre ont été prises et que toute la ville est maîtresse est prise par l'insurrection. C'est un peu trop tard pour faire machine arrière pour Charles X. Dans la nuit, les députés Thiers et Minier font imprimer dans les ateliers du journal Le National une affiche qui est placardée dans toutes les rues et que les Parisiens découvrent à leur réveil. Et ça électrise une fois de plus d'ailleurs la foule. Sur cette affiche, on peut lire « Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. La République nous exposerait à d'affreuses divisions. Elle nous brouillerait avec l'Europe. » Le duc d'Orléans, Louis-Philippe, est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs du drapeau tricolore. Le duc d'Orléans seul peut les porter encore. Nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans se prononçait, il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne. Une déclaration historique qui va aussi déterminer les jours qui suivront la Révolution de 1830. À 5 h du matin, le 30 juillet 1830, Charles X signe à Saint-Cloud les ordonnances qui constituent un nouveau ministère, annule les précédentes et prévoit la convocation de la Chambre des députés. Lorsque Mortemart, le nouveau Premier ministre, porte auprès des députés ces ordonnances, il apprend complètement stupéfait qu'en fait elles ne sont plus du tout d'actualité. Le député Simon Bérard, qui est lui aussi un libéral assez réputé, répond alors à Mortemart « Charles X a cessé de régner. Il est trop tard. Le moment où un traité était possible est passé, il ne reviendra jamais. » Une commission composée de députés libéraux se met en place à l'hôtel de ville de Paris. C'est alors la fameuse hésitation de 1830. On hésite entre un régime républicain et une monarchie libérale. On hésite, on ne sait pas quoi faire après Charles X. Le lendemain, avec la complicité du général Lafayette, les libéraux parviennent finalement à dompter l'insurrection qui était pourtant républicaine. Le duc d'Orléans est officiellement proclamé lieutenant général du royaume par les députés, ce qui lui donne les pleins pouvoirs. Les députés votent cette décision au Palais Bourbon par 47 voix contre 3. En évitant d'ailleurs de préciser de qui Louis-Philippe tient ses pouvoirs, on évite aussi d'entrer trop vite dans une querelle supplémentaire d'ordre constitutionnel qui ne ferait que rajouter du chaos à la crise qui est en train de traverser le pays. Donc voilà, c'est pas Charles X qui nomme Louis-Philippe lieutenant général du royaume, mais Louis-Philippe est quand même lieutenant général du royaume, donc de qui il tient ses pouvoirs, on ne le sait pas, mais en tout cas c'est lui qui a les pleins pouvoirs, surtout que c'est pratique comme le roi est éloigné. Je vous rappelle que Charles X en ce moment il est à Saint-Cloud, il n'est pas à Paris. Le 2 août 1830, Charles X est retiré à Rambouillet, entouré de sa famille et de ses derniers fidèles. Le vieux roi, qui fêtera en octobre ses 73 ans, le sait, il vit ses dernières heures en tant que monarque de France. Au nom de conseillers royaux, au nom de quelques conseillers royaux, le maréchal Marmont vient prier sa majesté d'abdiquer le plus vite possible dans l'espoir de sauver la dynastie des Bourbons. Pendant plus de 2 heures, donc, Charles X rédige son acte d'abdication, qu'il finit par signer, mettant ainsi un terme au règne du dernier des rois de France en titre. C'est alors que se déroule un épisode peu connu de l'histoire de France, celui dit des rois virtuels.
Charles X ayant abdiqué, la couronne passe automatiquement à son fils Louis-Antoine, qui doit donc devenir roi sous le nom de Louis XIX. Pourtant, le roi déchu demande à son fils de contresigner son acte d'abdication, chose que celui-ci hésitera à faire pendant près de 20 minutes. Durant ce court laps de temps, ces 20 minutes, donc, Louis-Antoine a été théoriquement le roi de France au règne le plus court de l'histoire de France. Finalement, au bout d'une vingtaine de minutes, donc de négociations et de discussions avec son père, Louis-Antoine se plie à la décision de Charles X et contresigne l'acte d'abdication. Charles demande ensuite à son cousin, le duc d'Orléans, souvenez-vous, il est lieutenant général du royaume depuis 3 jours, de faire proclamer l'avènement de Henri V à la couronne. Celui que le roi déchu appelle Henri V, en fait, pour rappel, c'est le duc de Bordeaux, vous savez, son petit-fils. Il est né quelques mois après l'assassinat de son père, le duc de Berry, en 1820. Et c'est lui qui doit normalement hériter du trône, parce que Louis-Antoine n'a pas eu d'enfant. Louis-Philippe répondra le soir même à Charles X qu'il fera parvenir l'acte d'abdication aux chambres, mais une fois que celles-ci seront constituées, c'est-à-dire le lendemain. Par ce message, Louis-Philippe le sait peut-être, ou pas, mais il enterre définitivement en tout cas le règne virtuel d'Henri V, à qui d'ailleurs, quand on a annoncé qu'il était devenu roi, ne l'a même pas cru. Je vous rappelle que c'était un enfant d'à peine 10 ans à ce moment-là, le fameux Henri V, qui donc reste le duc de Bordeaux et qui ne monte jamais effectivement sur le trône. Dans l'après-midi du 3 août, un immense cortège de 10 à 20 000 hommes quand même part de Paris et prend la route de Rambouillet sous les ordres du général Pajol. Cette marche, appelée l'expédition de Rambouillet, a pour but de contraindre l'ancien roi désormais Charles X à quitter le sol français. Lorsque la nouvelle de la marche parvient aux oreilles du roi déchu, celui-ci interroge le maréchal Maison, qui est l'un de ses plus proches conseillers et qui a une parole de militaire assez célèbre. En tout cas, Charles X a confiance en lui. Pour une raison qui demeure inconnue, celui-ci ment délibérément au roi en lui annonçant que 80 000 personnes, alors qu'elles sont 20 000 en réalité, marchent sur Rambouillet. Complètement découragé par cette nouvelle et sachant qu'il ne pourra pas résister, Charles X et sa suite prennent le chemin de l'exil et se mettent en route pour le port militaire de Cherbourg dont ils embarqueront pour l'Angleterre. L'heure de Louis-Philippe est arrivée. Louis-Philippe, duc d'Orléans, est un membre de la famille royale. Il est cousin des Bourbons, mais il est aussi connu pour ses sympathies libérales. Il est populaire auprès des révolutionnaires qui le voient comme une alternative acceptable à la branche aînée des Bourbons qui régnait sur la France depuis sa restauration en 1814. Cependant, l'idée de le proclamer roi, qui gagne du terrain après le départ de Charles X en exil le 3 août, n'est pas immédiatement acceptée par tous. Certains aimeraient bien l'instauration d'une république et d'autres d'une monarchie modérée, avec à sa tête le dauphin ou encore le duc de Bordeaux. C'est ce qu'on appelle la fameuse hésitation de 1830, où il y a une sorte de débat à savoir si on repasse à la République, ou si on continue la monarchie mais de manière différente, ou si le duc d'Orléans monte sur le trône et ça devient différent. Il y a une hésitation. Le 9 août 1830, Louis-Philippe est finalement proclamé roi des Français et prête serment devant l'Assemblée nationale. À 57 ans, il fait monter sur le trône la maison d'Orléans et marque le début d'une nouvelle ère, celle de la monarchie de Juillet, comme on l'appelle. Elle durera 17 ans jusqu'à ce qu'il y ait une troisième révolution française en 1848 qui renversera Louis-Philippe. Quelques jours après l'accession au trône du désormais nouveau roi Louis-Philippe Ier, des mesures très populaires et très demandées par la population sont décrétées. Une nouvelle charte est promulguée, mais elle est cette fois-ci acceptée par le roi et non pas octroyée par celui-ci, comme ce fut le cas avec la charte de 1814 octroyée par Louis XVIII aux Français. Et symboliquement, le drapeau tricolore est rétabli comme drapeau national, remplaçant le drapeau blanc des Bourbons d'Ancien Régime. Dans ce nouveau régime, le roi n'exerce qu'un pouvoir symbolique. Il est là pour représenter la continuité de l'État et selon la formule du député Adolphe Thiers, pour régner et non pas pour gouverner. La Révolution de 1830, qui a été retenue dans l'histoire sous le nom des Trois Glorieuses, fut donc un moment de l'histoire de France très important. Elle a marqué la fin de la restauration de la monarchie et le début d'une nouvelle monarchie, la monarchie de Juillet, une période de gouvernement libéral et de pleine croissance économique d'ailleurs, qui permettra de développer considérablement la France. Le règne de Louis-Philippe sera très bénéfique pour les Français. Elle a été, cette révolution, un tournant pour le peuple, qui a mis fin à la dernière expérience de monarchie absolue en France, et ce moment d'histoire doit nous rappeler combien il est important de préserver les acquis démocratiques qui ont suivi la chute de l'Ancien Régime en 1789, 41 ans avant cette deuxième révolution française. Eh bien mes amis, merci à vous de m'avoir suivi aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager, mais aussi à lâcher un j'aime. Suivez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux qui sont en lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Merci à tous et je vous dis à très bientôt.